Dernière édition de Métro News pour la semaine. Bonsoir à toutes et à tous. Très heureuse de vous retrouver. Au sommaire de l'actualité, des affrontements violents ont éclaté à Mariani entre la PNH et des gangs, terrorisant la population pendant la Toussaint. Le calme précaire règne dans la zone ce vendredi. Plus de 20 000 écoliers n'arrivent toujours pas à regagner leur salle de classe depuis l'ouverture officielle de l'année scolaire au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Par ailleurs, 14 écoles publiques et lycées sont toujours occupés par des déplacés qui fuient la violence des gangs. Les cas de décès sont en nette augmentation dans les principaux centres carcéraux du pays. Selon le collectif des avocats pour la défense des droits humains, les mauvaises conditions de détention et la surpopulation carcérale sont à l'origine de cette situation. Dorochef, bonsoir, bienvenue au développement de ce journal. Et comme on le disait en titre, la situation est relativement calme à Mariani ce vendredi, après 2 jours d'affrontements qui ont fait plusieurs victimes, dont 2 blessés et un disparu parmi les agents des forces de l'ordre. Les bandits tentaient de prendre le contrôle du wharf de la localité et de l'abattoir, selon notre collaborateur Gaston Delpech. Monseigneur Pierre-André Dumas appelle la population à résister à ce qu'il qualifie de dictature de l'individualisme. L'évêque dans sa voix Miragoane plaide en faveur d'un réveil citoyen en appelant chacun à faire son mea culpa et regarder vers l'avant. La politique doit mener à un mieux-être et non à la stigmatisation systématique, selon l'évêque dans sa voix. Moi, je crois que une logique qui apparaît avant que nous devons quitter, nous devons abandonner. Logique, chaque monde peut-être pas yo, logique, l'autre là, logiquement toujours compétition négative par rapport à l'autre là, logique pour me sauver peut-être pas seulement, logique tout qui fait, ça me les dictatures de l'individualiste, c'est moi-même seulement, l'autre, c'est intérêt pas. Moi, je crois que l'heure est arrivée pour que nous sortions la qualité logique négative, ça, logique individualiste, logique qui fait que nous pas capables de chita ensemble, nous pas capables de dialoguer ensemble, nous pas capables de chercher chemin ensemble et que chaque monde pensait qu'il y a des solutions, bien nous étions indifférents. Et l'indifférence, ça, c'est ce qui a clagué dans nous et qui fait que je dis à tout le monde a demandé côté Haïti pour aller. Et donc, aux sociétés qui sont pas noires, s'il était dans désunion, ça, il comme trahir racine que nous avons gagné, base fondamentale qui fait pays à salter. Et donc, c'est quand vous viez, grand monde, ici par la langue, Dr. Price-Mas, elle demandé, eh bien, qui côté nous pour aller, qui vocation élitio, est-ce que élitio répond à ça qu'il doit faire? Parce que si rôle élite là, c'est jouer un chemin, prendre un chemin et montrer chemin, je ne dis pas, manquer moun qui a montré chemin et manquer moun qui a fait ça ensemble. Alors, je pense que c'est pour ça que nous lançons appel là, pour que nation, nous voyons comment ensemble nous pouvons sauver. Le sauvetage national là, pour nous voir comment ensemble nous pouvons faire. Ça signifie tout que nous arrivons au point pour nous dire, pas gagner l'autre choix, c'est ou bien quitter Haïti à aller, nous quitter le bien ensemble, nous quitter Robinet ça continue à couler, nous quitter indifférence par nous au passé, ou bien ensemble, nous baillons le bras, nous tendons une l'autre, nous cherchons comment pour nous garder des solutions pérennes pour le pays, nous, pas seulement chita, l'anti-bagaille, peut-être un petit accord, mais ouais qui pacte national, pacte d'alliance que nous avons fait pour sauver Haïti ensemble. Autre point de l'actualité, au total, 20 000 écoliers issus de 14 écoles publiques sont privés de leur salle de classe à cause des déplacés de Carrefour-Feuille qui occupent toujours les espaces malgré la reprise des activités scolaires. Une situation que dénoncent des responsables du collectif des écoles publiques prises en otage. Suivez ce reportage de Rodolphe Pierre-Louis. Plus d'une dizaine d'écoles publiques sont en difficulté depuis environ 2 mois à cause des réfugiés de Carrefour-Feuille qui occupent les espaces. Une situation préoccupante pour des responsables, alors que du côté du MNFP, cela semble être le cadet de leurs soucis, selon Jean-Gérard Fleuriot, directeur du lycée Jean-Jacques. 14 écoles publiques, lycées et écoles nationales, qui fait que il y a 20 000 timoun qui la gagnent dans la rue. L'école ouvrit depuis 11 septembre.
jeudi 3 novembre. Ça fait exactement 1 mois, 23 jours, depuis que il y a des écoles qui ont fonctionné. C'est droit pour fonctionner, c'est garanti par la Constitution. Depuis que il y a des élèves qui ont l'école, c'est droit pour aller à l'école, c'est garanti par la Constitution. Depuis tout, il y a 20 000 timoun qui sont même pour capables d'aller à l'école. Or, 20 000 timoun, ils ont même droit avec tous les autres élèves qui allaient à l'école. Au total, environ 20 000 écoliers ne peuvent pas regagner leur salle de classe. Ceux qui ont tenté de se présenter ont fait les frais de la colère des réfugiés. Non, ça, depuis déplacer, les élèves sont très hostiles à élèves. Comprenez bien? Ils sont très hostiles à élèves. Mon collègue de gauche, il a failli laisser sa peau à l'école nationale Colbert Louchard parce que l'État fait travail que l'État payé pour lire. Mais comme l'école lire, eh bien, c'est un centre d'hébergement, les élèves ont été pris à partie. Et les vieux ont été recevoir avec des coups de bière. Et les vieux ont été obligés de courir. Direction, ils ont fermé. Et le directeur a failli laisser sa peau. Est-ce que c'est Mounio qui t'a remis là? Non, il n'a pas remis là. Mais ce n'est pas moi-même qui mettais là. Ce n'est pas le directeur Guyel qui mettait là. Ce n'est pas le collectif qui mettait là. Donc, s'il faut s'en prendre, il faut s'en prendre à l'État. Pourtant, même aux manifestations, pas sorti de eux à le faire. Si vous ne faites manifestation pendant un temps, c'est que vous vous sentez confortable. Une partie des établissements scolaires du pays, notamment dans la capitale, fonctionnent et bien d'autres en sont paralysés. Des démarches en sont en cours, mais jusqu'ici, rien de concret. Là, l'État, croisé bras, là, l'État fait un gel sous 14 écoles publiques. L'école, qui c'est l'école par l'État même, que l'État t'a dû accorder beaucoup plus d'importance parce que c'est l'école pâle. Mais le fait que l'État pas dit rien, l'État croisé bras, il fait un gel, nous dit que c'est une attitude qui n'est pas intéressante dans la mesure où eh bien, l'État vient faire preuve de passivité, il vient faire preuve d'irresponsabilité, il vient faire preuve d'indifférence, d'insouciance. Nous dit que l'État vient créer frustration, la caille en groupe, n'est-ce pas, en fait, tout le monde dans la société. Des écoliers issus de différentes institutions publiques ne cachent pas leur frustration par rapport à cet état de fait. La façon de vivre est très mal. Il est très pas fait nous bien, il affecte nous mentalement et même physiquement. Chaque jour levé, si ce n'est pas comme si, ou même qui pour chercher, soit ou aller sur Google, ou chercher quelques livres pour apprendre, sans l'école, et pas de payer l'école là, ou pas faire rien. Comme si nous avons dit, c'est ou même qui travaille avec tête pour compte. Pendant ce temps, il y a l'école ouvre. Mais il ouvre pour un petit groupe, pour nous-mêmes, il pas ouvrir. Donc c'est nous-mêmes qui dégageons, nous qui travaillons pour tête nous, dégager, nous chercher programme, chercher ci, chercher ça, pour nous capables de réussir parce que nous parlons l'examen. Nous parlons l'examen. Et même si nous ne parlons pas l'examen, mes amis, nous sommes supposés joindre l'école qui ouvre pour nous fonctionner normalement. Mais nous ne pas joindre ça et ça a vraiment affecté nous. Ça a affecté nous en pile sur le plan psychologique. Étant donné que les nous chita à la caille, nous avons un pilote élève qui allait à l'école, ça a affecté nous. Moi-même personnellement, ça a affecté sur le plan psychologique. Le problème, c'est que c'est l'État qui cause, parce que c'est vrai, mais à cause de bandits, ils mettent dehors, ils sont obligés à réfugier l'école là. Bon, pas qu'à dire aussi parce que c'est une méchanceté là bien, parce que et c'est quand même c'est une institution de l'État. Bon, tout ça qui bouge, c'est l'État qui bouge parce que mon qui dans l'espace là, c'est droit autour pour jeune côté pour arrêter. Et c'est bandits qui cause ça et l'État qu'à gérer. La situation devient de plus en plus compliquée dans les écoles publiques notamment, que ce soit des lycées ou des écoles nationales. Jusqu'à présent, il y a la rentrée des classes qui est effective, mais pour ceux qui font partie des lycées ou des écoles nationales, c'est un peu plus compliqué parce que selon les responsables de cette structure, plus d'une dizaine d'écoles sont jusqu'à présent occupées et sur un effectif de 20 000 écoliers qui n'ont pas encore la possibilité de regagner leurs établissements scolaires. Ils ont dénoncé que les réfugiés sont hostiles par rapport à des écoliers qui viennent retourner en classe, par rapport à des directeurs. Donc la situation va de mal en pis. Du côté du ministère de l'Éducation nationale,
Il y a des démarches qui ont été entreprises pour voir dans quelle mesure ces établissements scolaires peuvent rouvrir leurs portes, mais jusqu'à présent la situation est difficile. Qu'est-ce qui va se passer pour les réfugiés qui auront besoin à nouveau d'un espace pour se réfugier? Qu'est-ce qui va se passer pour les écoles qui sont en mauvais état, les salles de classe, les bancs, les tableaux, entre autres? Même si l'État manifeste la volonté de rouvrir les portes de ces écoles publiques, il y en a qui croient que ce sera possible jusqu'en janvier 2024. Paul Léel et Rodolphe Pierre-Louis pour Télé Métropole. L'avocat maître Ornel Rémy dénonce le laxisme des autorités étatiques sur la détention préventive prolongée. Il est inadmissible dans un pays où l'on prône l'état de droit que des citoyens soient incarcérés depuis des années pour des infractions mineures sans être parus devant leur juge naturel. Cette situation est inquiétante, estime l'homme de loi, qui souligne en même temps que les arrestations n'ont pas chômé. De notre côté, il déplore l'état dans lequel se trouve l'appareil judiciaire. Seulement 2 salles de séance pour la tenue des audiences, ce qui pratiquement ne signifie rien dans la lutte contre la détention préventive prolongée. Suivez les explications de maître Ornel Rémy. Nous-mêmes, au niveau cadeau, 2 ans, 3 ans de cela, question prisonnier pas qu'on fait toller. C'est nous-mêmes, au niveau cadeau, comme avocat, maître juge, etc., un paquet de bons avocats, qui parlaient de question prisonnier en Haïti. Les conditions de détention, les conditions infrahumaines, etc., qui gens prisonniers vivent, qui fait que jeudi, on a fait, ou après que dans le journal, il y a parlé de population carcérale. Toute information qui est par rapport à descendre de prison, cadeau d'information est partagée à la presse pour fixer le projecteur sous question prison Haïti. Mais on a parlé de phénomène de détention pour 1995. 2001-2021, rapport sorti. Est-ce que y a un changement qui fait? Pas de changement qui fait. Maintenant, nous-mêmes comme avocats dans le niveau cadeau, nous disons que puisque le problème n'est posé depuis 1995, depuis les Aristide Fondel, maintenant, pour qui ça nous-mêmes dans le niveau cadeau, nous ne pas faire proposition par rapport à résolution du phénomène. C'est-à-dire que cadeau font un ensemble de propositions pour voir comment il y a combattre le phénomène de détention pour la typologie. Première proposition du cadeau, qui s'en dit, nous optons pour la numérisation de l'infrastructure judiciaire, de l'appareil judiciaire. C'est-à-dire que nous avons que tout appareil, tout ça dans le système judiciaire, les numérisé, les digitalisé. Pour qui ça? Parce que vous comprenez bien, cambriolage parquet est un phénomène récurrent. Le parquet cambriolé, le parquet cassé, il y a plus de dossiers perdus. Maintenant, pour reconstituer le dossier, ça prend des années. Maintenant, si vous numérisez le système, si vous digitalisez, vous mettez tout le son serveur, son centre de stockage, son centre de données, monsieur est certain, juge bien commissaire qui travaille là, il n'a pas même besoin de problème pour jouer un dossier. Maintenant, si vous numérisez, si vous digitalisez, là, je pense que c'est extrêmement important, ça va aider à avancer à dossier, ça va aider à combattre le phénomène, ça va aider à attendre les gens qui sont en prison, pourquoi pas, pour commencer à réduire la population carcérale. Notre collaborateur, Jean-Numa Goudou, s'est entretenu hier avec la présidente du Haut Conseil de transition, Madame Hippolyte Mirlode Maniga. Qu'est-ce qui a été dit lors de cette entrevue? Notre collaborateur, Jean-Numa Goudou, est avec nous par Zoom ce soir pour plus de détails. Bonsoir, Jean-Numa Goudou. Bonsoir, Rose-Berline. Bonsoir à tous. Alors, comme je viens de le dire, vous vous êtes entretenu hier avec Mme Mirlode Hippolyte Maniga. Quels ont été les points clés, les points forts de cette entrevue? Oui, comme on l'avait peut-être entendu à la radio dans mon reportage, j'ai abordé la sortie de Mirlode Maniga, justement, présidente du HCT. C'est la première fois qu'elle l'a fait comme ça, à 3 mois de l'expiration, le 7 février 2024, de l'accord du 21 décembre. Et le HCT qu'elle préside, justement, fait partie de cet accord-là. Et Mme Maniga, qui a été très critique, que ce soit par écrit, par lettre ou dans ses entrevues vis-à-vis de Ariel Henry, le Premier ministre, notamment à la suite de l'enlèvement du secrétaire général du Haut Conseil de la transition. Elle reproche au docteur Henry de ne pas avoir manifesté aucune sympathie vis-à-vis de ça, de ne pas avoir discuté de ça et d'avoir affiché un cynisme vis-à-vis de l'enlèvement de son secrétaire général. Mais aussi, elle reproche dans plusieurs entrevues qu'elle a accordées à plusieurs médias et à Métropole également,
que M. Henry a violé systématiquement l'accord du 21 décembre, notamment par rapport à la nomination de nouvelles personnes à la tête de la BRH, la Banque de la République d'Haïti, ou autres, etc. Et on parle de nouveaux gouvernements, de remaniement, etc., à 3 mois quand même de la fin de l'accord du 21 décembre, puisque l'article 20 de cet accord prévoit que M. Henry, et il l'a signé aussi, qu'il a promis de remettre le pouvoir le 7 février 2024 Rose Berlin. Est-ce qu'on peut dire, Godou, qu'il s'agit d'un HCT qui prend un chemin parallèle au Premier ministre Ariel Henry? On pourrait dire ça, ou on pourrait aussi considérer que Myriam Maniga, à 3 mois de la fin de cet accord, qui va sonner le glas aussi de son mandat au sein du HCT, tente de se positionner sur l'échiquier par rapport à tout ça. Mais toujours est-il, il faut rappeler Rose Berlin que depuis dimanche dernier, des diplomates de CARICOM, l'organisation internationale régionale dans la Caraïbe, devaient arriver en Haïti pour aider les protagonistes à trouver une entente, et ils ne sont pas venus, tout simplement. Et dans les coulisses de la diplomatie caribéenne, l'on apprend que ces diplomates craignaient un énième échec de leur visite, et souhaitent plutôt que les protagonistes commencent à s'entendre sur un agenda de discussion et sur des points sur lesquels ils vont discuter avant d'arriver en Haïti pour justement signer un accord. Alors, Madame Myriam Maniga, on va dire qui constate effectivement qu'il n'y a pas eu d'élection, qu'il y a un non-respect de l'accord du 21 décembre 2022. Est-ce qu'elle a dit les prochaines étapes que le Conseil va prendre pour au moins faire respecter cet accord au Premier ministre Ariel Henry? Non, elle n'a pas parlé de ça. Moi, personnellement, je lui ai posé la question de savoir si vous avez fait cette sortie assez critique vis-à-vis du docteur Henry et que vous êtes aussi insatisfaite, est-ce que vous allez démissionner? Justement. Elle m'a dit non, absolument pas, qu'elle ne va pas démissionner et qu'elle estimait que j'anticipais un peu trop sur les événements qui pourraient arriver d'ici 3 mois ou plus tard. Donc on n'a qu'à attendre le 7 février 2024. Autre point qu'on va aborder, Godou, vous êtes au Canada et vous êtes notre collaborateur depuis le Canada. Il y a le Premier ministre québécois, François Legault, qui refuse de recevoir des migrants dans le cadre du programme initié par le gouvernement canadien. Oui, c'est un programme qui vise à accueillir 15 000 migrants au total de 3 pays, Venezuela, Colombie et Haïti. Ce qui arrive, c'est que dans la Fédération canadienne, le Québec a le droit de choisir ses immigrants. C'est une particularité dans les 13 provinces et territoires. Le Québec a une spécificité, dis-je bien, et François Legault mène une politique d'immigration au minima. Donc, son slogan, c'est « emprunte moins et emprunte soin » depuis qu'il est arrivé au pouvoir. Et voilà-t-il pas que M. Legault décide de ne pas participer à ce programme humanitaire lancé depuis mars dernier, à la suite de la visite du président américain Joe Biden ici au Canada, et de recevoir 15 000 migrants. La problématique qui se pose, Rose Berlin, c'est que la majorité des Haïtiens, 80 à 90% de la communauté haïtienne au Canada, se trouve au Québec. Et donc, de ce fait, les Haïtiens au Québec, au Canada, ne pourront pas majoritairement appliquer pour leurs proches dans le cadre de ce programme, contrairement au programme Biden juste à côté du Canada et qu'on voit fleurir, enfin, plus d'1 million, près de 2 millions de demandes jusqu'à présent. Et ce programme humanitaire de 15 000 personnes, c'est assez quand même très serré en termes de critères pour être admissible. Et il faut que vous ayez un frère, une sœur, maman, papa ou des enfants. Grands-parents. Même les cousins et les cousines ne sont pas admissibles là-dedans. Et malgré tout, François Legault, le Premier ministre québécois, dit qu'il ne veut pas participer dans ce programme, ce qui, dans la pratique, va exclure Haïti
dans ce programme. Est-ce que le Premier ministre canadien Justin Trudeau va entreprendre des démarches afin de faciliter les Haïtiens à participer à ce programme, selon vous? Tout ce qu'il pouvait faire légalement et dans les limites de ses pouvoirs, il l'a déjà fait. Il a lancé le programme, il a attendu longtemps et discuté longtemps avec le Québec pour voir si le Québec allait accepter de participer. Mais finalement, le Québec a toujours refusé de le faire et finalement, ils ont annoncé que cet automne, ils vont lancer ce programme sans Québec. Donc, il y a quelques Haïtiens dans d'autres provinces canadiennes qui vont pouvoir appliquer pour leur famille, mais ils ne sont pas nombreux. Donc, sur 15 000 personnes pour 3 pays, j'imagine que peut-être même pas 1 millier d'Haïtiens seront admissibles dans ce programme, puisque la majorité des Haïtiens sont au Québec. Donc, il faut dire que c'est une nouvelle qui ne réjouit pas les Haïtiens vivant au Canada, notamment nous aussi qui sont en Haïti. Oui, il y en a beaucoup en Haïti qui, quand ils regardent le programme Biden, espéraient venir au Canada grâce à leur famille déjà ici à Montréal ou au Québec ou ailleurs au Canada, mais ils ne pourront pas le faire pour ceux qui ont de la famille uniquement au Québec. Merci Jean-Louis Magoudou, merci pour ces précisions. Merci Rose-Belen. Voilà, c'était notre collaborateur Jean-Louis Magoudou qui s'est entretenu hier avec la présidente du Haut Conseil de transition, Myrlad Hippolyte Maniga. Avec lui, nous avions également parlé du programme humanitaire initié par le gouvernement canadien et dont le Québec refuse toujours d'accueillir des migrants. Nous sommes au terme de ce journal, mais avant de partir, voici le rappel des titres à la une de ce soir. Des affrontements violents ont éclaté à Mariani entre la PNH et des gangs, terrorisant la population pendant la Toussaint. Un calme précaire règne dans la zone ce vendredi. Plus de 20 000 écoliers n'arrivent toujours pas à regagner leur salle de classe depuis l'ouverture officielle de l'année scolaire au niveau de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Par ailleurs, 14 écoles publiques et lycées sont toujours occupés par des déplacés qui fuient la violence des gangs. Et puis, les cas de décès sont en nette augmentation dans les principaux centres carcéraux du pays. Selon le collectif des avocats pour la défense des droits humains, les mauvaises conditions de détention et la surpopulation carcérale sont à l'origine de cette situation. C'est la fin de Metro News. Merci de votre attention. C'est le week-end. Profitez pleinement de la vie et surtout, rejoignez-nous, sain et sauf, lundi prochain. Bonsoir.